la place à Gilles Savary pour nous présenter alors le paquet ferroviaire. J'ai peur, Gilles, qu'on n'arrive peut-être pas tout à fait au bout aujourd'hui. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et une première présentation. Hein. C'est une résolution complexe. Bon, elle est extrêmement complexe parce qu'elle est extrêmement technique. Elle concerne 6 textes. Et donc, bon, moi, je pense que la moindre des corrections, c'est que les collègues aient le temps de s'en imprégner pour ceux que ça intéresse. Bon, ça va, je suis bien là. Voilà, très bien. Bon, donc, il faut limiter la mobilité, tu sais. Hein, voilà, il faut faire des économies d'énergie. Bon, donc, je vais rester où je suis, mais à moins que ça vous dérange. Donc, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un texte redoutablement important pour des raisons à la fois européennes, mais aussi intérieures, puisque vous savez que le ministre des Transports et le Premier ministre, d'ailleurs, ont annoncé une réforme ferroviaire qui va arriver sur le bureau de l'Assemblée au mois de juin, qui va être probablement le texte le plus important sur les chemins de fer depuis la guerre, et qui va bouleverser complètement. On a vu Jean-Louis Bianco hier, il dit je ne parle plus de réforme, je parle de refondation des chemins de fer français. Cette refondation trouve quand même son origine, d'une part dans un système qui aujourd'hui est très essoufflé et connaît de très grosses difficultés financières, puisque le chemin de fer est quand même un secteur très financé, puisqu'en France il reçoit 13 milliards d'euros par an de fonds publics, régionaux ou d'État, et néanmoins il est en déficit chronique d'1,5 milliard à 3 milliards, 3 milliards cette année, 1,5 milliard tous les ans, qui ajoute à une dette qui maintenant atteint tout compris près de 40 milliards d'euros pour ce qui concerne si on cumule RFF et SNCF. Avec un système qui connaît aussi des pertes des petits signaux de perte de performance, que ce soit dans l'Île-de-France, où le réseau est quand même obsolète et où il y a des conditions de transport qui deviennent extrêmement difficiles, que ce soit sur les trains d'équilibre du territoire, ce qu'on appelle les grandes lignes, qui sont un peu l'angle mort de la politique ferroviaire, ou que ce soit surtout en matière de fret, où on a fait 4 plans successifs qui ont abouti à un inéluctable déclin. Voilà. Donc ne pas se poser les questions de la réforme ferroviaire aujourd'hui, si vous voulez, c'est jouer la politique de l'autruche et se mettre la tête dans le sable. Pour la première fois, un gouvernement a décidé de l'aborder de façon globale et de façon extrêmement volontariste, fixant une date d'ouverture à la concurrence, puisqu'on va en venir là. Qu'est-ce que c'est que le 4e paquet? Le 4e paquet ferroviaire, c'est l'ultime étape engagée par la directive fondatrice qu'on appelle la 91-440 d'ouverture des réseaux ferroviaires européens, c'est-à-dire de passage d'une régulation monopolistique nationale à forcément une régulation concurrentielle, puisque à plus de 1, on ne peut plus prétendre être monopole. Et donc on rentre dans un monde concurrentiel. Et quand on abaisse les frontières, on est à plus de 1. On est forcément à plusieurs. Ce qui était facile pour la route et qui l'a fait triompher est beaucoup plus difficile pour le chemin de fer. Ce qui était facile pour la route, pour l'aérien, pour le maritime, est beaucoup plus difficile pour le chemin de fer parce que c'est un transport guidé, donc qui est un transport qui n'a pas de souplesse en termes de capacité. On ne peut pas passer plus bas comme un avion, prendre le premier virage ou la première voie d'évitement comme une voiture. On est coincé sur son rail et son rail il est très technique. Ce qui est technique d'ailleurs, c'est l'interface rail-chemin de fer. Les deux forment un système technique. Et ces systèmes techniques ont été historiquement conçus à l'époque industrielle sur des bases qui étaient des bases aussi de protection militaire nationale. C'est-à-dire qu'ils ont été conçus pour éviter l'éventuelle pénétration de l'ennemi par chemin de fer. Et ça explique que nos chemins de fer ont des caractéristiques techniques épouvantables. Par exemple, pour aller de Rotterdam à Lyon, il y a 6 systèmes de contrôle-commande différents. 6 systèmes de contrôle-commande différents, c'est-à-dire les systèmes qui envoient des signaux à la locomotive. Par exemple, la locomotive Thalys intègre, avec un coût de plus de 60% de ce que serait une locomotive normale, le décryptage à 300 à l'heure de 6 systèmes de contrôle-commande différents. C'est-à-dire qu'à 300 à l'heure, il faut qu'elle sache lire plusieurs types de signaux,
parce que ce ne sont pas les mêmes. Et tout à l'avenant, si vous avez remarqué que l'Eurostar est moins ventru que le Thalys, c'est parce qu'il y a un gabarit différent en Grande-Bretagne et que s'il était aussi ventru que le Thalys, il coincerait dans les tunnels anglais. On a préféré faire en sorte que le train soit moins ventru que de refaire les tunnels. Voilà, c'est pour vous donner un exemple très concret de la difficulté à mettre en place l'Europe du rail, qui explique en particulier, que l'Europe de la route, où là il suffit d'enlever les postes de douane et les douaniers pour que ça marche tout seul, un macadam rouge égale un macadam gris, ce n'est pas un problème, eh bien l'Europe de la route triomphe. Il y a d'autres raisons pour lesquelles elle triomphe. Elle est plus souple et malheureusement ces derniers temps elle est un peu dérégulée socialement, ce qui fait qu'on a un dumping social considérable. En tout état de cause, c'est la dernière étape. La première, c'était le premier paquet ferroviaire de 2001 qui a ouvert l'international, le fret international. Après, le deuxième paquet, c'était 2004, il a ouvert le fret national. Le troisième paquet, c'était 2007, il a ouvert en 2010 l'international passager. Pour moi, on a un seul train qui arrive en France, il vient d'Italie, c'est le Tello. Et là, nous attaquons au gros morceau, celui qui est plein d'enjeux. Eh bien, c'est le chemin de fer national, c'est-à-dire les trafics passagers nationaux. Alors ça intègre le trait commercial, c'est-à-dire la grande vitesse intérieure, Paris-Lyon par exemple, Lyon-Marseille, Paris-Bordeaux. Ça intègre les lignes d'aménagement du territoire, là on se précipite moins, 300 millions d'euros par an de déficit, tandis que le chemin de fer, les LGV sont en excédent. Les fameux corail et Théos, on a beaucoup de mal à repositionner aujourd'hui. Et ça intègre évidemment les TER, c'est-à-dire les transports régionaux, donc les RER également d'Île-de-France, qui donc vont être ouverts à la concurrence. La date fixée coïncide avec celle fixée par le ministre des Transports français, 2019. Il n'est pas sûr d'ailleurs que si cette date bouge, ce ne soit pas plus tard, et pour une fois à l'initiative des Européens, parce qu'une des grandes difficultés qu'on a sur ce paquet ferroviaire, c'est que la réforme française va être bouclée plus vite que le paquet ferroviaire européen. Le paquet ferroviaire européen existe avant, on le connaît, mais il va être délibéré. Bon, tu sais bien, Daniel, président, pardon, vous savez qu'il y a toujours des tensions sur les paquets. Il y a ceux qui essaient de dépacter, souvent au Conseil. Non, ça c'est bon, mais ça j'en veux pas. Donc c'est toujours compliqué les paquets. Il y a une partie de bras de fer en général entre le Conseil qui veut le dépacter et le Parlement qui veut garder le paquet. On ne peut pas en présumer. Aujourd'hui, les Irlandais ont dit, moi ce qui nous intéresse c'est l'interopérabilité. Donc pour moi, il va y avoir une position du Conseil sur l'interopérabilité. Ils ont commencé à discuter, mais le reste ça ne nous intéresse pas. Les Lettons ont dit, ce n'est pas une priorité. Tout ce qui est technique, on verra bien. Sécurité ferroviaire, ok. Mais le reste, ça ne nous intéresse pas trop. Et quand on aura passé les Irlandais et les Lettons, qui n'auront pas mis les 6 textes encore en discussion au Conseil, eh bien nous allons nous trouver aux élections européennes. Et là, même les parlementaires auront la tête ailleurs. Voilà. Et donc ça, c'est le printemps 2014. Et après le printemps 2014, il faut que le Parlement se remette en chantier et il faut que la Commission soit établie. Donc je vois mal ce texte que l'on anticipe fort ici, et je crois que c'est bien pour émettre une position française, je vois mal ce texte aboutir au niveau européen avant fin 2014, au mieux, si ça va très très vite, et 2015. Bon. Et en 2015, est-ce qu'on maintiendra la date de 2019, sachant que les années de préparation, puis la transposition. Si le texte est voté en 2015, quand est-ce qu'il faudra que tout soit transposé? Ça va être très compliqué. Il n'est pas sûr que la date de 2019 tienne. Donc, du coup, je ne vois pas la réforme française peut-être tenir aussi la date de 2019. J'en sais rien. En tout cas, vous voyez, comme c'est curieux. D'habitude, c'était les Français qui freinaient sur les dates. Aujourd'hui, ça risque d'être l'Europe qui les repousse pour des raisons de calendrier. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces 6 textes? Bon, il y en a un qui fixe la date et qui est crucial et qui fixe la gouvernance. À partir, je dirais, d'un état des lieux assez mitigé du fonctionnement des systèmes nationaux et de leur capacité à l'ouverture réelle, sans distorsion de concurrence, avec accueil des concurrents équitables. Donc la Commission européenne avait une stratégie très claire. Elle disait il y en a marre des grands groupes, des holdings, il faut démanteler les anciens monopoles historiques. Donc c'est la déintégration du système. Il faut aller beaucoup plus loin. Donc par exemple en France, RFF sous-traite une partie de ses travaux à SNCF, notamment sur le réseau, maintenance, entretien.
c'est plus possible. Il ne doit pas y avoir de participation croisée dans les conseils d'administration. RFF est complètement indépendant d'SNCF, est complètement cloisonné, et puis RFF embarque tous les personnels du réseau, plus probablement les gares. Et c'est RFF qui devient la très grosse entité, parce qu'elle est la seule à garantir, et c'est pas faux, la neutralité et l'équitabilité, ou l'équité, pardon, dans l'accès au réseau. Quand c'est SNCF, quand on demande à SNCF si elle est d'accord sur une ligne très juteuse que DB la challenge, Deutsche Bahn, ou prennent les meilleurs sillons, il n'est pas sûr qu'elle dise oui. Nul n'est obligé à la philanthropie par rapport à son concurrent. Donc ce que suggère la Commission européenne, c'est un cloisonnement très strict, ce qu'on appelle la séparation très stricte. Elle a, de ce point de vue-là, fait des coups de boutoir contre la France et l'Allemagne, qui sont les plus emblématiques. La France et l'Allemagne les utilisant différemment. L'Allemagne l'utilisant d'une façon qui n'est pas non plus très, faut se mettre à la place de la Commission, très satisfaisante, et à laquelle il faudra qu'on veille à ne peut-être pas être tout le temps associé. Par exemple, l'Allemagne fait financer sa compagnie ferroviaire DB par les autres compagnies, par un système qui est assez clair. Quand vous êtes une compagnie française Keolis, vous gagnez une ligne en Allemagne, eh bien, vous payez des péages très élevés qui vont à DB Netz, c'est-à-dire le RFF allemand. Et vous payez de l'électricité très élevée, puisque l'électricité est produite par la DB. Donc on vous fait payer de l'électricité et des péages très élevés pour rentrer en Allemagne. Et à la différence de chez nous, ça fait des profits chez DB Netz. Chez nous, RFF est en grand déficit. En Allemagne, DB Netz est en grand profit. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils les donnent à la DB. Ça veut dire que la SNCF, grâce à ce système intégré allemand, finance la DB. On ne peut pas dire que ce soit parfaitement équitable quand même. Donc je veux dire, les récriminations de la Commission qu'on a toujours tendance à caricaturer, il faut faire attention. Ça existe, ça. Ça existe. Et en regard de ça, la France est en faiblesse. Car nous, je veux dire, RFF est incapable de financer la SNCF. À l'inverse, RFF est en déficit chronique. Donc je veux dire que oui, le système intégré apparaît aujourd'hui également comme la position française, mais il ne faut pas que ce soit un système intégré naïf. Donc il faut que l'on intègre dans ce système intégré une partie des préconisations d'indépendance, notamment des fonctions essentielles, c'est-à-dire l'attribution des sillons. C'est une fonction absolument capitale, c'est-à-dire les fonctions de secret commercial et probablement les fonctions d'accès aux installations, les gares, les triages, les plateformes intermodales. Il faut que ce soit géré indépendamment, ou du moins le plus équitablement possible, de la SNCF. Car autrement, c'est ça un petit peu que l'on cherche, c'est imposer un modèle français qui reste un modèle intégré, car nous en avons besoin en termes d'efficacité et de fonctionnalité ferroviaire. Tout le monde est d'accord. De gauche à droite, on a fait le constat que le système RFF-SNCF séparé ne fonctionnait pas et pouvait nous amener à des difficultés, en tout cas à des surcoûts de transactions tout à fait considérables. Mais il est clair que ce n'est pas pour revenir à la grande maison d'antan, tout à fait, totalement intégrée, où la SNCF aurait le droit d'agréer ses propres concurrents. Ça n'est pas possible. Donc il faut bien qu'on trouve un système intégré qui est un système intégré différent, permettant l'ouverture à la concurrence. Je voudrais ici mentionner, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on ne cherche pas l'ouverture à la concurrence pour l'ouverture à la concurrence. On sait quand même qu'elle fait baisser les coûts, notamment du transport régional. Je sais que nos régions sont curieuses parce qu'elles disent on veut garder la SNCF, mais ils le disent en adressant ce discours aux cheminots. Mais de notre côté, nos régions n'arrêtent pas de faire des procès à la SNCF. Il y en a une qui vient de gagner, d'ailleurs, c'est la région Centre qui hier a gagné un procès contre la SNCF en l'accusant d'opacité. Et c'est vrai que la SNCF fait payer aux régions beaucoup plus cher que ce qu'elle devrait payer. Hier, le procès qu'a gagné la région Centre, c'est qu'elle refuse de payer la part des retraites des cheminots. En disant c'est pas moi qui ai décidé du régime de surcompensation des retraites, je n'ai pas à payer les retraites des cheminots français. C'est à l'État de les payer, ce qui me semble assez légitime. Mais il y a des tas de contentieux entre les régions. Donc il est clair que les régions auront un intérêt très important, indépendamment du jugement de valeur qu'on porte sur la concurrence, tout simplement parce qu'elles pourront comparer et qu'aujourd'hui la SNCF est extraordinairement chère. Et qu'il est soupçonné que les régions contribuent bien au-delà
de ce que ça coûterait. Et ça veut dire évidemment que ça a des incidences au bout du bout sur le prix du billet. Donc le fait de pouvoir comparer, ça ne veut pas dire qu'on vire la SNCF, mais on la challenge. Et étant challengée, il est clair qu'elle ne pourra pas nous dire « vous me payez une partie de mes frais de siège, vous me payez mes retraites, vous me payez le déficit que j'ai ailleurs sur le fret, et ainsi de suite ». Ce qui est actuellement le cas. Donc ça, c'est un intérêt économique. Mais ce n'est pas l'intérêt majeur. S'il y a concurrence, c'est parce qu'on ouvre l'Europe du rail. Et donc, il va falloir demain que l'on pense la SNCF et le nouveau système ferroviaire français comme un des grands acteurs internationaux, européens internationaux. Il faut arrêter de se penser franco-français parce que les Chinois arrivent et les Coréens. Ils se sont déjà installés à Stockholm, ils commencent à challenger partout, à répondre à tous les appels d'offres. Ils sont devenus puissants. Et aujourd'hui, en matière de transport, le continent le plus fort, c'est l'Europe, mis à part le Japon, dans tous les domaines. On a une excellence et un pôle de compétitivité inégalable parce qu'on a tout, l'ingénierie, le juridique, les délégations de services publics, les prestataires de services, que ce soit dans l'aérien, que ce soit dans les transports collectifs urbains, les métros ou des choses de cet ordre-là. On a pratiquement tout à proposer, mais on est à la veille d'une très grosse offensive avec beaucoup de compétences des Asiatiques, en particulier Hong Kong sur les transports collectifs urbains et Singapour, où il ne faut pas leur en compter trop. On avait les Japonais, mais ils sortaient assez peu. En tout cas, ils ne venaient pas chez nous et ils étaient relativement fermés. Mais demain, c'est un autre paysage. Donc l'idée, c'est de ne pas casser les SNCF. C'est la raison pour laquelle la France, M. Cuvillier a opté pour la réintégration du réseau et l'Europe, du coup, a fait des propositions face à cette pression française entre deux systèmes, soit un système très séparé, soit un système intégré. Mais comme on sent bien dans le texte qu'elle n'aime pas du tout le système intégré, elle a mis en place des dispositions telles que c'est un système intégré avec des dispositions punitives. Par exemple, vous pouvez mettre en place un système intégré sous telle et telle condition, ce qu'elle appelle des murailles de Chine. Les gens ne peuvent pas se parler entre RFF et SNCF. On doit être dans des locaux différents, ce qui, sur le terrain, pose des problèmes considérables. Pourquoi il ne faut pas se parler? Parce qu'un type d'RFF, il n'a pas le droit de causer un type de SNCF, parce que s'il y avait des secrets commerciaux en disant ouais, on vient de livrer 2 sillons à l'ADB ou à je ne sais pas qui. Donc voilà. Donc on est dans un système qui est un peu paranoïaque sur le deuxième axe que nous propose. Voilà. Non, si au bout de 3 ans, par exemple, il y a une clause même qui est insérée, voyez le détail. Il y a une clause qui est insérée dans le paquet ferroviaire et dans ce texte sur la gouvernance qui dit qu'on ne peut pas sous 3 ans, on ne pourra plus sous 3 ans, quand on a quitté une des entreprises du système ferroviaire, rentrer dans une autre. Une de l'extérieur, on pourra. Mais par exemple, quelqu'un qui est cadre à RFF dans le système intégré tel que l'Europe nous le propose, pourra demain partir immédiatement à la Deutsche Bahn, mais ne pourra pas partir à la SNCF. Voilà. Ce qui est quand même assez curieux. Donc, ma proposition de résolution rectifie un peu ça, quand même, et explique que, il ne faut pas créer une discrimination à l'envers. On sent bien que la Commission a concédé le fait que l'on pouvait garder un système intégré, mais on voit bien que c'est de mauvaise grâce, et donc il y a un certain nombre de dispositions dans ma résolution qui y reviennent. Donc voilà pour ce qui est de la gouvernance. Il y a un deuxième texte qui est sur un règlement qui s'appelle obligation de service public dans les transports, parce que je voudrais insister sur ce fait, qui est peut-être trop caricaturé. L'ouverture à la concurrence du ferroviaire depuis les années 90 est d'abord une formidable œuvre de re-réglementation. Alors souvent, nos amis des syndicats, pour se défendre et pour y résister, disent « Oh là là, la sécurité, ça va être l'horreur ». Non, ça va être l'horreur. Sécuriser les transports en Europe avec des normes de sécurité élevées n'enlève pas d'abord la possibilité à chaque pays d'en avoir des plus élevées encore, mais c'est des normes de sécurité hyper élevées qui ont été mises en place. Si on regarde l'aérien, je vous signale que 2012 est l'année record d'accidentologie, je dirais négative, depuis que les avions volent, les avions commerciaux. Oui. 414 décès dans le monde entier pour 3 milliards de passagers transportés. Évidemment, l'ouverture à la concurrence n'a pas nui à la sécurité, en particulier en Europe, ou même sur le low cost. On pourrait croire qu'on brade les choses, pas du tout, puisque les normes de sécurité s'imposent au low cost, c'est-à-dire qu'ils font des marges ailleurs, ils ne peuvent pas les faire là-dessus. C'est ça qu'on essaie d'obtenir sur le ferroviaire, et les directives sécurité ne datent pas d'aujourd'hui. La première doit dater de 2004, et là on la consolide
avec une disposition, tiens, je suis passé d'obligation de service public à sécurité, enfin je vais parler de sécurité, avec une disposition néanmoins un peu compliquée, que moi je conteste, c'est que jusqu'à présent, les certificats de sécurité sont délivrés par des autorités nationales de sécurité. Nous, c'est l'établissement public de sécurité ferroviaire qui est à Amiens. Donc ça veut dire que quand une compagnie ferroviaire entre chez nous, si elle ne prend pas du matériel français, mais même si elle le prend d'ailleurs, elle doit faire certifier son matériel. Donc ça se fait par les 27 autorités de sécurité. Pas 27 puisqu'il y a des pays qui n'ont pas de chemin de fer. Voilà. Mais c'est devenu une des deuxièmes grandes entraves à la concurrence. Par exemple, les Allemands, je le dis parce qu'on peut le citer, ont une autorité de sécurité ferroviaire qui n'agrée pas les matériels français ou met de telles lourdeurs procédurales que ceux qui rentrent chez eux, et ils sont plus ouverts que nous, sur leur réseau, sont obligés d'acheter des Siemens. Vous voyez ? Donc, ce que propose dans la directive sécurité ici, l'Union européenne, ce qu'elle propose, c'est que ce soit l'agence européenne de ferroviaire de Valenciennes qui donne tous les certificats de sécurité. Je pense que c'est une bonne chose, mais je pense que c'est excessif. Pour l'essentiel du trafic, l'essentiel des actes de sécurité ou des demandes de certificats, dans les 15 années qui viennent, vont rester des problèmes purement franco-français ou nationaux. Des problèmes de détail. Quelqu'un qui va monter, je ne sais pas, un opérateur ferroviaire de proximité dans le port du Havre. Bon. Est-ce que tout ça doit remonter à Valenciennes? Avec probablement d'ailleurs au niveau de l'agence, je le dis ici parce qu'il y a une députée européenne, des demandes de moyens supplémentaires considérables de l'agence à Bruxelles. Non, je propose, moi, que ça reste en première instance à l'autorité de sécurité nationale. Elle a des réflexes, elle connaît le système et la culture ferroviaire française, mais que par contre, il reste et il demeure dans la directive des dispositifs d'appel qui fait que soit en cas de carence, soit en cas de délai trop important de reconnaissance du matériel, soit en cas de procédurisation manifeste, eh bien ce soit l'agence qui délivre ce certificat de sécurité. C'est-à-dire qu'elle le fasse en deuxième instance, pas en première instance. De façon à ce que quand on y met de la parfaite mauvaise foi, et que c'est effectivement constatable, objectivable, pas tout à fait, non, parce qu'on peut quand même décider qu'un certificat de sécurité doit être délivré dans les 3 mois. Et s'il n'est pas dans les 3 mois, je pense qu'il faut aussi donner à l'agence de Valenciennes une capacité d'autosaisine. C'est-à-dire qu'elle puisse, pas simplement sur réquisition d'un concurrent, mais dire, là, il y a un problème. Le problème, on en identifie. Par exemple, le problème sur le pont de Kehl à Strasbourg est extraordinaire. C'est-à-dire que pour faire passer des trains français sur le pont de Kehl en Allemagne, c'est considérable. Je veux dire, sans débrancher et sans prendre un train. Voilà. Et donc ça, c'est le lever d'un obstacle. Donc moi, je préconise qu'on garde cette double commande pendant un certain temps. Et le jour où vraiment l'Europe du rail sera constituée, où plein de trains étrangers rouleront chez nous, alors que plein de trains français rouleront en Roumanie, là, on pourra peut-être dire on intègre au niveau de l'agence européenne. Mais je pense que là, c'est quand même très prématuré. Je propose un système plus mesuré. Sur obligation de service public, donc obligation de service public, il y a un règlement qui dit que l'on peut subventionner les trains en contrepartie d'un contrat de service public. C'est-à-dire que l'on peut avoir une politique de service public qui ressemble comme un frère à ce que l'on fait sur les transports collectifs urbains. C'est-à-dire que ce que préconise l'Europe, c'est qu'il y ait un cahier des charges et un appel d'offres, avec la possibilité quand même de rester en régie. Ça, on l'avait obtenu après un long combat. Donc, tu as 2 solutions quand tu es région. C'est soit tu fais rouler tes trains toi-même, ce qu'aucune ne sait faire pour le moment. Enfin bon, ça pourrait arriver, avec une Stadtwerke à l'allemande. Soit tu fais un appel d'offres. Et cet appel d'offres t'amène à une délégation de service public à la française, dans lequel il y a évidemment des dispositions de service public. Par exemple, les anciens combattants ne paient pas, les handicapés doivent pouvoir être accueillis dans des sièges et des espaces particuliers, vous vous arrêtez 3 fois à l'aller et 2 fois au retour sur tel segment de ligne, ainsi de suite. Tout ça est permis, mais tout ça doit être compensé. Donc il y a des aides d'État en contrepartie. Ce qu'amène
Ce qui change dans ce règlement, c'est que ce règlement avait obtenu une exemption d'ouverture à la concurrence pour le chemin de fer lourd, règlement existant, à la demande de la France. Donc il y a eu une curieuse exemption qui était asymétrique. Il y a des pays qui avaient ouvert leur chemin de fer lourd, comme l'Allemagne, la plupart d'ailleurs, et pas la France. Elle ne voulait pas, voulait garder le monopole SNCF sur les TER. Donc il y avait cette exemption qui a été demandée par M. Perben à l'époque. Évidemment, dès lors qu'on a un 4e paquet ferroviaire qui ouvre le domestique national, cette exemption saute. Je veux dire, ça serait totalement ridicule qu'on dise tout le fer lourd est ouvert, mais pas tout le fer lourd, quoi. Voilà. Donc cette exemption saute. Par contre, les métros et les tramways les métros en particulier sont conservés en possibilité d'attribution directe, ainsi que certains, parce que ce règlement OSP couvre tous les modes de transport, ainsi que certaines petites lignes qui sont d'un coût très faible, ou des lignes de bus, puisqu'il y a des lignes de bus qui sont prévues d'un coût très faible. Bon, voilà, donc le règlement OSP est modifié de la sorte. Cette modification, enfin du moins cette mise en place du règlement OSP emporte quand même une conséquence intéressante pour la France, c'est que les Allemands, à l'inverse de nous, n'ont pas ouvert leur transport collectif urbain. Et que là, ils vont être obligés d'ouvrir leur train de banlieue. Ils avaient fermé tout ça. Tout ce qui était urbain était fermé en Allemagne. Alors que chez nous, c'était le régional et le national qui étaient fermés. Donc là, on trouve une espèce de symétrie. Bon, il y a une directive interopérabilité sur laquelle il y a des chantiers considérables d'interopérabilité. Là, c'est-à-dire c'est la spécification et l'homologation, enfin la convergence des normes techniques des composants. Donc il y a des chantiers considérables qui vont durer un siècle d'ailleurs, à la fois sur le réseau, sur le moindre composant ferroviaire, pour arriver à ce que l'on soit interopérable et qu'une machine allemande ou une machine roumaine, il y en a, ou une machine polonaise, soit constituée des mêmes composants et que ce que je vous décrivais tout à l'heure, des trains qui ont 6 systèmes de contrôle-commande, disparaissent. Ça disparaisse progressivement, que l'on soit totalement homogène en termes de caractéristiques de véhicules et caractéristiques de réseau. Cette directive est intéressante, mais j'ai émis quelques réserves sur le coût de mise en œuvre, parce qu'il ne faudrait pas qu'à force d'exiger des mises aux normes successives trop lourdes, les chemins de fer redeviennent sous-compétitifs par rapport à la route. Ils ont déjà du mal à l'être. Voilà. Et enfin, pour terminer, il y a l'abrogation d'un règlement sur l'assainissement financier des compagnies ferroviaires, règlement qui n'a jamais été mis en œuvre en France, puisqu'il comportait la reprise de la dette par les États membres, ce qu'a fait l'Allemagne, pas la France, et il comportait la reprise des régimes spéciaux de retraite par les États, ce que n'a pas fait la France, d'où le contentieux d'hier avec la région Centre et SNCF. Voilà, mes chers collègues, c'est un peu copieux. Vous verrez que ça va. L'intérêt de ça, c'est que ça va impacter le grand débat de l'Assemblée nationale sur la réforme française. On retrouvera tous ces sujets-là. Et donc, il y a une proposition de résolution qui est, comment dirais-je, hélas longue, précise et difficile peut-être à lire, puisque, évidemment, tout ceci fonctionne avec des tuyaux qui vont dans tous les sens et des principes de vase communicant pas faciles à reconsolider. Enfin, je vous demande quand même de la regarder pour qu'on puisse formellement la voter et ouvrir un débat contradictoire, si c'est possible, la semaine prochaine, c'est ça ? Oui, alors